Donc on a demandé à deux grands témoins de conclure un peu notre journée de travail. Je dirais un plutôt opérateur et un plutôt académique et recherche. Donc Raphaël Catonnet, qui est directeur d'Opidea et Europalia, et vice-président du club Ville Aménagement. Et puis Hélène Soublette, qui est directrice de la FRB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Voilà, je vous laisse intervenir sur cette journée, sur ces sujets larges mais passionnants. Merci beaucoup, merci pour cette expérience vraiment très enrichissante. Merci donc à tous pour vos travaux. Moi je vais vous faire un exposé en 3 points. Je vais vous parler un petit peu d'où je parle en fait, vous donner le regard de l'aménageur. Ensuite, partager avec vous quelques considérations sur la nature en ville et les impressions que je retiens. Et puis enfin, quelques éléments de méthodo sur la fin. Alors, l'aménageur, c'est quelqu'un qui intervient dans un temps donné sur un espace pour finalement en changer les usages. Donc c'est forcément un peu traumatisant pour l'espace sur lequel il intervient. Ça s'opère dans un temps qui est finalement assez limité, 10 à 20 ans. Et ça amène à se poser la question de à quel besoin on répond quand on fait une opération d'aménagement, quelle est la finalité poursuivie en termes de programmation, de services à rendre, d'usage futur. Ça pose la question des moyens dont on dispose. L'équation économique est toujours présente dans la nature des interventions, que les opérations soient publiques ou privées. Et puis enfin, c'est la question des parties prenantes qui sont à mobiliser et à prendre en compte dans la conception et le pilotage de l'opération. Ça nous amène bien parties prenantes, c'est les riverains, c'est les associations, mais c'est les utilisateurs futurs, c'est les investisseurs, c'est les opérateurs immobiliers. Réaliser une opération d'aménagement, c'est cette alchimie qui consiste à combiner tous ces paramètres et tous ces jeux d'acteurs à un moment donné, dans une économie donnée. Donc c'est effectivement complexe, comme le rappelait Philippe Clergeau tout à l'heure. Il y a une évolution très importante qui traverse nos métiers. Aujourd'hui, c'est la dimension de la médiation dans nos projets pour les expliquer, les faire partager et puis vraiment travailler avec l'ensemble des parties prenantes dans des processus de co-conception, de coopération, d'échange, d'amendement des projets. Et la deuxième dimension, c'est la dimension environnementale. Aujourd'hui, il est clair que cette dimension est une donnée de base de chacune des opérations. Il n'y a plus d'opération d'aménagement aujourd'hui possible si on n'intègre pas en amont ce paramètre. Et c'est une bonne chose puisque, en fait, aujourd'hui, l'ensemble des décideurs et des acteurs bougent dans ce sens. En effet, et c'est mon deuxième point, sur la question de la nature en ville et de la ville biodiversitaire, l'atteinte sociétale, vous le savez, est extrêmement forte. Le Covid, les effets du changement climatique, et puis dernièrement, tout l'appareil législatif de la loi climat-résilience ont bien planté le décor. Et le mot ZAN, c'est quelque chose qui est vraiment entré aujourd'hui, qui est bien perçu par tout le monde. Les élus doivent recomposer les projets métropolitains à l'aune de ce nouvel indicateur de mesure et la population elle-même a intégré cet impact de biodiversité au point qu'elle ne comprend pas toujours pourquoi des projets se développent à tel endroit et pas tel autre. Et il faut être capable de répondre à cette question systématiquement en amont. Alors, les bénéfices de la ville biodiversitaire, j'y reviens pas, c'est largement décrit dans tous les ouvrages de M. Clergeau, on va gagner du temps. Sur les impressions que je retiens d'aujourd'hui, en fait, il y a quelques éléments essentiels qui apparaissent. C'est la question de la ville vivante. La ville est un biome, ça nous a été rappelé en début par le directeur du muséum. Donc la question, c'est comment on intègre effectivement le rôle de l'homme, ce mammifère bipède qui parcourt l'espace, autour duquel on design des opérations d'aménagement, mais comment on prend en compte ses besoins, mais pas seulement ses besoins, c'est-à-dire qu'on remet tout ça dans une sphère plus globale, la sphère du vivant.
L'approche écosystémique, elle est aujourd'hui effectivement déterminante. J'ai été frappé d'entendre constamment parler de continuité, de nœuds, d'interaction. Et donc, c'est bien cette approche systémique d'ensemble. Donc, c'est une façon aussi de pouvoir répondre à l'analyse de la complexité de tout ce dispositif, ces écosystèmes. J'ai été aussi frappé par... évidemment, la rigueur méthodologique de tous vos travaux, puisque vous vous attachez à vraiment définir très précisément les choses. Et il y a pourtant quelque chose qui m'a frappé, c'est finalement la difficulté de définir les formes urbaines. Vous avez chacun des méthodes différentes pour définir les formes urbaines. Je pense que je comprends que l'analyse scientifique rigoureuse puisse, en fonction de l'axe que vous prenez, nécessite effectivement peut-être une définition fine. En revanche, dans un souci, je dirais, un petit peu d'acculturation de partenaires plus généralistes comme les aménageurs, ça serait intéressant de pouvoir essayer de dégager quelques classes génériques qui permettent ensuite de mieux décliner les choses et de les transposer dans nos pratiques quotidiennes. Autre point, c'est la prise en compte de l'interaction humaine. Moi, je trouve que finalement, on a une analyse un peu statique des choses et que, en fait, tous les milieux que nous produisons en zone urbaine subissent une anthropisation extrêmement forte et donc des interactions très fortes. J'imagine que ça a un impact forcément sur votre sujet d'étude et sur le terrain d'étude. Et ça, j'ai compris que c'était compliqué de rajouter un degré de complexité supplémentaire. C'était votre remarque, Monsieur Clergeau, mais peut-être que pour BOM 2, ça sera peut-être le module suivant à intégrer, fort des résultats de la première étape. Enfin, un autre point, j'ai pas entendu parler de l'intégration de la dynamique des évolutions climatiques. Nous, en aménagement, on est frappé par cette question qui va extrêmement vite, comment on traite le cycle de l'eau, comment on fait face au réchauffement climatique, comment on travaille au confort d'été, comment on travaille sur la question de la réduction de l'effet de chaleur urbain. Je pense que cette évolution rapide a un impact aussi sur le milieu que vous étudiez et donc comment vous intégrez cette dimension du temps dans vos travaux. Autre dernière remarque, c'est qu'au fond, on nous invite à ne pas oublier quelque chose d'essentiel et ça a été rappelé dans la dernière intervention, c'est le sol. C'est-à-dire qu'au fond, n'oublions jamais que cette nature, cette biodiversité, elle trouve son support dans le sol et que le sol, c'est quelque chose qui est très précieux, qui met énormément de temps à se reconstituer et je pense qu'on a du mal à préserver dans nos opérations. Ça doit être une donnée d'entrée, je pense, dans le diagnostic. Alors, quelques éléments pour finir sur les conditions de succès, peut-être d'intégration de cette dimension de biodiversité dans nos opérations d'aménagement. Je pense que notre postulat, c'est au fond comment, à travers une opération d'aménagement, on réussit à valoriser et à faire s'exprimer le plus grand potentiel de biodiversité dans un secteur donné, au regard de la programmation que nous avons à réaliser. Donc pour ce faire, vos analyses seront très intéressantes. J'ai entrevu aussi la perspective d'outils de modélisation, non pas pour jouer à SimCity et dupliquer le résultat qui sort de la machine, mais en fait pour comparer différentes options et éclairer les décideurs, faciliter les arbitrages. Pour nous, c'est extrêmement précieux. Et j'entrevois aussi dans cette perspective la possibilité de modéliser dans le temps, se projeter sur du temps long et de se dire comment le quartier va évoluer et comment la biodiversité va s'installer, va être entretenue. En effet, plusieurs étapes sont vraiment intégrées. On a vu que le diagnostic est fondamental, mais je pense qu'il faut aller du diagnostic à la gestion future. Embarquer dès le début le gestionnaire futur pour finalement avoir un jeu d'interaction dans la définition de la programmation. Ça, je pense que c'est la clé du succès, puisqu'on a parfois des modalités de gestion qui vont à l'inverse de l'esprit de la conception qui a présidé à la conception et qui, du coup, contrarie l'avancée. Pour ça, il faut constituer une équipe la plus complète en amont, une équipe de maîtrise d'œuvre, éclairer les questions écologiques. On voit bien que
tous les partenaires de la chaîne commencent à s'équiper, mais la présence d'un écologue est aujourd'hui indispensable. Non pas seulement pour traiter les questions réglementaires d'analyse environnementale préalable, mais pour piloter une véritable ingénierie, une dimension de génie écologique et environnemental intégrée dans l'opération. Voilà, et puis enfin, dernière chose, je pense que penser en dynamique, c'est essentiel sur le temps long, donc, et pouvoir intégrer des questions de biodiversité transitoire. Et là, on a des interactions avec l'état du droit qui voit les choses de façon un peu statique sur la base du référentiel de l'analyse initiale. Et nos projets sont sur du temps long. On a l'opportunité de pouvoir embarquer de la biodiversité transitoire à la façon de l'urbanisme transitoire. Et les bénéfices de cette action ne sont pas toujours reconnus et parfois peuvent même se retourner contre l'opérateur. Moi, j'y vois là un vrai problème. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut pouvoir travailler avec le ministère. Voilà, et puis l'aménagement ne représente malheureusement qu'une petite partie de la transformation urbaine. C'est 10 à 15% de la production immobilière. Le reste, ça se passe dans le diffus. Donc le pilotage des documents d'urbanisme, des documents cadres, comme ça a été présenté sur Grenoble, sont très importants. Le portage politique est une condition indispensable de réussite, puisqu'on va devant des arbitrages et des reformatages de projets. Hein, mais quand les règles du jeu sont claires en amont, progressivement, l'ensemble des opérateurs s'acculture, pour autant qu'on puisse mettre à disposition de l'ensemble des opérateurs cette capacité d'ingénierie. J'y vois là d'ailleurs un avenir des aménageurs qui pourront accompagner ces chapelets de projets qui vont se développer dans le diffus et notamment dans le contexte ZAN qui revisite vraiment les pratiques. Voilà, je vous remercie. Et encore bravo pour tous vos travaux. Alors merci à tous, merci de me donner la possibilité d'intervenir à la fin de ce colloque. Donc moi je représente donc plutôt la partie recherche, puisque je suis directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. On est une plateforme chercheurs-acteurs et on essaye voilà, de parler de biodiversité autant en termes scientifiques avec les chercheurs qu'en termes d'enjeux sociétaux avec les acteurs et de faire finalement collaborer les deux sphères de notre société. Donc Raphaël Catonnet a parlé de la demande sociale. Donc en effet, il y a une demande sociale sur le verdissement de la ville, plus largement des infrastructures. Donc il y a une enquête IFOP qui a été lancée récemment par 14 ONG, dont la LPO d'ailleurs. Et donc on a un chiffre qui est assez emblématique. 82% des Français réclament une plus grande prise en compte de la biodiversité lors de l'implantation d'infrastructures. Donc on est vraiment en train de répondre là en essayant de structurer la connaissance et de la porter en appui à la décision, publique ou privée. En fait, on répond à une demande sociale et c'est déjà important de le noter. Je voulais aussi vous remettre dans le contexte international. Donc, comme vous le savez en ce moment, enfin comme vous le savez peut-être pas d'ailleurs, en ce moment se négocient donc les termes techniques en termes scientifiques et politiques du cadre mondial post-2020. Alors évidemment, ils ont pris un peu de retard, comme tout le monde, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Et donc dans ce cadre, il y a 21 cibles et il y a la cible 12. C'est la cible sur les villes. On vient de publier une petite analyse de ce projet de cadre qui n'est pas encore adopté puisque la CDB ne fait qu'être repoussée. Elle devait se tenir en Chine en 2020 et elle se tiendra peut-être en Chine et peut-être en 2022, pour l'instant prévue à l'automne. Et donc, que dit cette cible 12? Elle dit augmenter la superficie des espaces verts et bleus et améliorer l'accès à ces espaces et les avantages qu'ils procurent en faveur de la santé, du bien-être des populations dans les zones urbaines et les autres zones à forte densité de population. Donc vous voyez que là déjà, on a à la fois l'objectif, verdir les villes pour être synthétique, mais on a aussi l'aspect service écosystémique. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui monte en puissance dans les grandes instances internationales et donc bientôt qui devra être décliné, qui sera décliné nécessairement dans le droit français. Donc il propose un indicateur qui est la part moyenne de la zone bâtie des villes qui est en espace vert ou bleu destiné à l'usage public et donc pour tous, en accès libre. Donc pas les jardins par exemple, qui participent néanmoins, ceci dit, assez activement
à la biodiversité et surtout à la continuité écologique. Nous avions déjà en fait des objectifs, parce que ces objectifs-là sont basés sur des travaux scientifiques, et donc nous avions déjà des objectifs qui ont été définis dans le rapport de l'IPBES qui est sorti en 2019, donc une évaluation mondiale de la biodiversité, qui a d'ailleurs été adopté à Paris, à l'UNESCO, en 2019. Et l'IPBES avait déjà défini 3 objectifs pour la ville, et je pense que le PUCA, le programme, là, se place très clairement dans le premier objectif, qui est celui de la planification durable, qui intègre la biodiversité et qui fait participer tous les acteurs à cette intégration de la biodiversité, y compris en les formant, avec l'appui à la décision et par la recherche. Mais il y a 2 autres objectifs qui sont aussi notables. Le second, c'est toujours pareil, c'est la question de ces services écosystémiques, renforcer les services écosystémiques via les infrastructures vertes et bleues dans la ville et les solutions fondées sur la nature. Et donc là, on peut penser aux îlots de chaleur. Alors certains ont été cités néanmoins pendant la description des projets. Les îlots de chaleur, la réduction de la pollution de l'air, les arbres sont capables de capter les particules, mais pas que. La réduction de la pollution de l'eau, ça c'est surtout une capacité, on va dire, des sols avec leurs plantes. La captation de l'eau, donc ça c'est la régulation de la quantité de l'eau pour qu'elle évite de partir directement à la mer. Vous savez que la ville très urbanisée peut favoriser quand même ces écoulements très rapides. En fait, le sol permet en fait de ralentir le flux d'eau et surtout de recharger les nappes quand il y en a assez. La gestion des événements climatiques extrêmes et aussi les questions de production comme les questions d'agriculture urbaine où on peut vouloir reconsidérer une production locale même dans la ville, y compris dans la ville. Et puis le troisième axe de cette ville durable, c'est réduire les impacts sur la biodiversité. Donc moi je dirais peut-être que ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une future programmation pour BAUME et pour le PUCA, parce que cette question de la réduction des impacts, elle ne peut pas être décorrélée de la question de la protection de la biodiversité ou de l'intégration de la biodiversité dans les projets urbains. Et donc là, on parle des 5 impacts de l'IPBES qui sont le premier, le changement d'usage des terres. Donc là, on est clairement, voilà, quand on essaye de reverdir les villes, on réduit le changement d'usage des terres. Quand on désartificialise, on réduit ou on permet que cet impact soit moins important. Mais il y a aussi le prélèvement direct des ressources, de la biomasse, la captation d'un certain nombre de ressources naturelles, y compris l'eau d'ailleurs, y compris l'énergie solaire. Quand vous artificialisez une surface, finalement, vous empêchez que l'énergie solaire qui tombe sur cette surface soit captée par des éléments naturels. Vous avez évidemment le changement climatique dont il faut en effet s'occuper. La 4e pression, c'est les pollutions, donc réduire les pollutions dans les villes. Et la 5e pression, c'est la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Donc là, on a plusieurs moyens de le faire. On peut évidemment ne pas introduire volontairement une espèce exotique dans un espace paysager, mais on peut aussi, bien sûr, éviter que ces espèces exotiques arrivent toutes seules, et notamment par les corridors écologiques où les infrastructures humaines, elles sont assez adaptées pour le faire. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, c'est les questions de recherche qui me semblent avoir émergé là, de ces différentes présentations de projets. Tout d'abord, une question qui est un peu récurrente, c'est quelle biodiversité faut-il considérer quand on fait de l'aménagement urbain? C'est pas toujours évident d'y répondre. Donc là, vous avez vu quelques exemples. Les projets ont pioché donc, dans la biodiversité, mais surtout la biodiversité macroscopique, visible. On a parlé des plantes, des oiseaux nicheurs, des pollinisateurs, de l'écureuil, du lombric. Mais évidemment, il y a aussi tout le reste de la biodiversité. On connaît environ 10% de la biodiversité, 1% dans les sols seulement, donc on a quand même beaucoup de choses à faire et on n'est pas certain finalement que l'espèce modèle qu'on choisit pour être l'espèce qui va être représentative de l'évolution de cette biodiversité, de son état, de l'amélioration de son état, ce soit vraiment une espèce qui soit capable de représenter la biodiversité. On a aussi la question de quel écosystème faut-il considérer. Donc là aussi, on a eu un certain nombre d'exemples d'écosystèmes qui ont été pris en compte par les projets. Donc le sol, en effet, ou la canopée, les espaces de prairies, ou les espaces en herbe, etc. Avec la question sous-jacente et récurrente dans la sphère scientifique, c'est finalement où est-ce qu'il s'arrête cet écosystème? Est-ce que c'est un écosystème et où est-ce qu'il s'arrête? C'est pas une question forcément simple. Troisième question, c'est quel indicateur, qu'est-ce qu'on prend comme indicateur pour mesurer cette biodiversité? Est-ce que c'est un pourcentage de végétalisation? Est-ce que c'est un nombre d'individus dans une population d'espèces, etc. Donc on a quand même beaucoup de questions à continuer à creuser et peut-être qu'un focus spécifique sur cette question d'indicateur serait aussi très pertinent.
On a la question de l'analyse des tendances, le suivi long terme des projets, c'est-à-dire pas uniquement au moment de l'implantation du projet, mais également un suivi sur le temps long pour voir comment évolue la biodiversité, si on arrive vraiment à la restaurer ou si ce n'est pas un effet au début d'un nouvel aménagement avec une augmentation de la biodiversité, puis qu'ensuite, sur le temps long, il y ait à nouveau une diminution, d'ailleurs y compris en raison de l'usage que l'homme fait des espaces. La question de l'évaluation de l'état initial et évidemment l'importance qui a été rappelée des connectivités pour cette biodiversité et de la diversité des paysages. Ensuite, je dirais qu'une des grandes qualités de ce programme, c'est d'avoir su rapprocher les communautés des écologues, les communautés des urbanistes, des architectes. Ça, c'était un objectif initial et je pense que c'est assez réussi, même s'il reste, je pense, des mots de vocabulaire qui sont très disciplinaires, on va dire. Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que c'était qu'un trait fonctionnel, la plasticité, l'adaptation, si vous savez exactement ce qu'il y a derrière ça. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, même quand on travaille dans le sujet. Moi-même, j'ai découvert qu'on pouvait parler de morphologie urbaine, de tronçons. Je ne savais pas que ça existait. Je trouvais ça extrêmement intéressant comme concept. Voilà. Mais il y a quand même déjà des appropriations et c'est bien. On voit que les communautés réussissent quand même à se comprendre. Parfois, on a des philosophies opposées aussi entre deux communautés. Je dirais, on va avoir tendance dans la communauté écologue à dire qu'on va chercher à reconstruire un espace le plus naturel possible, parler de renaturation. Et du côté des urbanistes ou des architectes, on parlera plutôt de végétalisation. Or, le végétal, c'est tout sauf un écosystème et c'est surtout pas l'intégralité de ce que représente la biodiversité. Il y a aussi le laisser-faire versus le management un peu plus jardiné dans une pure tradition française, si j'ose dire quand même. Voilà, donc c'est des questions assez complexes et je dirais peut-être que, pour rebondir aussi sur ce que disait Raphaël, moi je vous propose tout simplement, les deux communautés, chacune de votre côté, de faire des guides. Par exemple, le guide des indicateurs de biodiversité à l'usage des urbanistes. Ce serait bien que les urbanistes puissent avoir des petits messages clés comme ça. Et puis de l'autre côté, je verrais bien aussi le guide des formes urbaines à l'usage des écologues, et je viens de comprendre que les urbanistes aussi auraient peut-être besoin de ce guide. Mais c'est vrai que ça pourrait être bien d'avoir ça comme rendu du programme, parce que tous les projets ont présenté des choses extrêmement intéressantes, et finalement de les regrouper dans un petit livrable commun, ce serait peut-être intéressant. Et puis, je dirais que je rebondirais sur une remarque qui a été faite lors de ce colloque et que je trouve, pour moi, très juste. C'est que la ville, évidemment, elle a des impacts. Elle est responsable d'un certain nombre de pressions sur la biodiversité, mais elle peut aussi être un refuge pour cette biodiversité. Et on le voit pour un certain nombre d'espèces. Alors, est-ce que c'est représentatif? La question se pose. Mais je trouve que la ville, c'est quand même une organisation humaine assez efficace, par la densification, par la préservation peut-être des espaces qu'elle n'occupe pas, et que la ville, en plus, a la capacité si elle commence à prendre en compte la biodiversité et à l'intégrer dans ses processus, elle a sans doute la capacité à devenir vraiment un refuge pour la biodiversité. Et je pense que voilà, ça pourrait être un objectif commun du programme et des deux communautés du coup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Olivier Thibault a finalement pas pu être parmi nous, donc on va juste donner quelques mots de conclusion avec Sophie, sans reprendre toutes les questions qui ont été soulevées. J'espère que vous avez pris des notes, parce qu'il y a plein de sujets de thèse, il y a plein de programmes et de choses qu'on avait déjà soulevées, bien évidemment. Juste deux mots, parce que donc on a déjà expliqué beaucoup de choses. Ce qu'on va rechercher aussi, c'est des éléments un peu interprogrammes pour avancer concrètement. Ça va dans le sens de ce que tu dis. Et j'avais noté, mais elle a presque tout dit ce que j'avais noté. J'avais noté, évidemment, vous avez compris qu'il y a un travail sur les typologies des formes, la typologie de l'urbanisme. Alors, c'est des discussions qu'on a eues un peu avec Morgane déjà, etc. Parce qu'en énergie, c'est des choses qui sont faites. Les Américains font pas mal de choses sur les formes urbaines et l'énergie. Et on voudrait bien faire un peu les mêmes choses. Or, ce n'est pas obligatoirement les mêmes typologies sur lesquelles il faut partir. Voilà, donc il y a tout un questionnement autour de ça. Bien évidemment, les indicateurs. Sophie en dira un mot tout de suite après. J'ai repéré aussi les notions de
de surface. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on a parlé de quartier au début, c'était une unité un petit peu historique, un peu architecturale, qui était assez claire dans notre tête. Et là, ce qu'on voit aussi, je crois que ça a été assez bien démontré, notamment par les travaux sur Dijon, c'est qu'on ne peut pas comparer des surfaces et des choses aussi différentes. Il faut qu'on reparte sur des approches alors plus numériques pour faire simple. Enfin bon, voilà, carrément des buffers ou des choses comme ça. Du coup, vous avez vu aussi que Grafab a un succès fou. Hein, merci Christophe Foltet, puisque c'est quand même un outil qui aujourd'hui permet d'aller beaucoup plus loin sur l'écologie du paysage que tout ce qu'on a fait pendant assez longtemps. Donc voilà, c'est des points que je trouvais importants à souligner. Les notions de planification ont été soulevées, de livrables sont évidemment au cœur de ce que nous, on travaille sur les stratégies aujourd'hui d'urbanisation. Hein. Donc nous, écologues, on travaille aussi en tant qu'AMO ou autre chose pour comprendre un peu comment ne pas s'arrêter aux livrables, mais aller sur des continuités, des suivis, comment travailler mieux sur les diagnostics, etc. La notion de refuge, je ne suis pas trop d'accord parce que ça a été une levée de bouclier quand il y a 10 ans, la ville est arrivée en disant enfin, la ville va s'occuper de la biodiversité. Alors évidemment, j'étais un des fleurons en train d'agiter tout ça, et tous les collègues, notamment au muséum, ont dit mais ça va pas, non, la biodiversité, elle est pas, il y en aura un petit peu en ville. La ville peut participer à la conservation de la biodiversité, mais la ville, parce que ça c'est repris par les journalistes, mais la ville n'est pas l'avenir de la biodiversité. Je crois qu'il faut être assez clair là-dessus. Voilà, donc c'est un ensemble et on a des néo-écosystèmes que nous on dit dans notre équipe qui participent un peu à cette conversation. C'est juste une petite pique, on en rediscutera si tu veux, mais voilà. Et puis sur les climats qui a été soulevé par Raphaël Catonnet, ça fait clairement partie des motivations de notre projet. Hein, c'est-à-dire que s'il n'est pas abordé sensu stricto, c'est parce que dans la végétalisation urbaine, dans les services que rend cette végétalisation, bien évidemment, il y a le climat. Et puis, juste un mot sur la modélisation aussi, qu'on n'a pas abordé du tout, parce que c'est une étape qui est pas la prochaine, mais encore celle d'après. C'est la demande sur les BIM, sur les maquettes numériques. Il va falloir à un moment donné qu'on rentre sur cette numérisation qu'appelle l'urbanisme aujourd'hui. Alors on commence à peine à le faire sur des bâtiments avec les années de cycle de vie, mais là les maquettes numériques sont aussi un appel du pied pour avoir les jeux d'indicateurs et des choses comme ça. Voilà, 2 mots de Sophie pour les indicateurs, le devenir de ce programme, et puis que vous voyez un peu Sophie parce qu'elle reste dans l'ombre, alors c'est elle qui a tout organisé. Merci beaucoup pour être venu. Effectivement, on va réfléchir ensemble, mais Hélène nous a donné une bonne idée. Peut-être que ce travail transversal dont on se parle depuis déjà un moment au sein du programme sur les indicateurs de forme urbaine, peut-être que ça peut... ce qui peut nous motiver, c'est cette idée d'un guide des formes urbaines à l'attention des écologues. Donc voilà, est-ce qu'on... Jean-Noël, tu suggérais qu'on fasse un workshop, enfin, ou qu'on trouve le moyen de travailler ensemble, peut-être par vidéo, puisque vous êtes tous dispersés en province. Ça vaut peut-être le coup de réfléchir dans ce sens-là, pour voir comment on organise ce travail, à qui on peut le confier, comment on peut le cadrer. En tout cas, moi, je pense qu'il faudrait le démarrer. Il y a 2 recherches parmi les 6 qui se terminent en décembre prochain. Et je trouverais bien qu'on démarre avant que ces équipes-là nous aient quittés. Voilà, donc ça peut ça aussi être un moteur. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense qu'on pourrait réunir à la fois une remise de travaux et puis un premier état de réflexion commune sur les indicateurs qu'on avait déjà. Voilà, et effectivement, là, on pourrait peut-être produire quelque chose assez rapidement, mais en concertation aussi du CS. Voilà, je voulais remercier à la fin. Alors, j'espère que vous avez appris plein de choses. Vous avez rencontré, parce qu'on a essayé de faire aussi des temps de discussion et de pause suffisamment longs pour que vous ayez le temps un peu de discuter entre vous. Je voulais remercier toutes les équipes techniques qui sont présentes derrière tout là-bas, le PUCA, donc qui a beaucoup œuvré aussi pour que ça soit très opérationnel. On se reverra donc certainement dans quelques mois, sans doute dans 6 mois, pour refaire un bilan et puis rentrez bien et merci à tout le monde.